Le cercle RH, le débat de Smart Job quotidien. On s'intéresse aujourd'hui à un sujet qui est assez peu traité, d'ailleurs qu'on a peu traité sur ce plateau, la succession, la transmission d'entreprise, ETI, PME, entreprise familiale. C'est toujours un moment un peu difficile de dire eh bien, qu'on va donner les clés et qu'il faut s'y préparer. Et souvent, c'est un peu compliqué. Et c'est un enjeu à la fois humain, évidemment, mais aussi économique pour la survie de notre tissu d'entreprise, industrielle ou pas. On en parle avec nos invités, des experts de ce sujet. Caroline Bergbaum, merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice d'Alter Ago, et non pas Ego, coprésidente du réseau Entreprendre Val d'Oise et membre de l'IFA. Et je sais que vous y tenez beaucoup parce que le document est tout chaud. Transmission, enjeux et bonnes pratiques. On est au cœur du sujet. Guide à l'usage des acteurs de la gouvernance des PME et des ETI. Je montre ce petit document de l'IFA. Caroline allait le faire à ma place, mais je le fais. L'IFA qui produit d'ailleurs un certain nombre de littérature sur beaucoup de sujets qui sont assez passionnants. Fabrice Coudray est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour Arnaud. Directeur exécutif Search chez Robert Half. Avec vous aussi une étude passionnante sur ces enjeux de succession et de transmission. Un petit mot d'abord, parce que dans le guide de l'IFA, je ne sais pas si vous l'avez procuré ou vous avez jeté un œil, il y a une typologie, Caroline, juste pour commencer par l'humain. On va parler du juridique, on va parler de l'économie, mais vous faites une liste assez drôle du profil de ceux qui vont un jour s'arrêter pour donner les clés. Il y a celui qui en a pris conscience, mais qui procrastine, qui dit il faut le faire, mais je ne le fais pas. Il y a le tout-puissant, on est d'accord, qui dit moi je suis tellement puissant que j'ai envie de la donner à personne parce que je trouve personne à ma hauteur. Et puis pareil, il y a celui qui est prêt à le faire et puis qui trouve 1000 raisons pour ne pas le faire. C'est ça la typologie des chefs d'entreprise ? Oui, en fait, pour réaliser ce guide, donc on a fait un certain nombre d'interviews pendant presque 18 mois. Et en effet, on a catégorisé trois typologies de dirigeants d'entreprise. On a donc le transmetteur structuré qui va tout organiser, qui va avoir en général une gouvernance, il est plutôt bien accompagné aussi. Il a une gouvernance bien structurée, il a une vision et il sait à peu près comment il va s'organiser pour la suite. Ensuite, on a le fondateur éternel. Alors, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on l'a appelé comme ça. Le père fondateur. Et en fait, on se rend compte effectivement que souvent le fondateur, il est tellement attaché à son entreprise, c'est comme son enfant. C'est son enfant, bien sûr. Il a du mal à lâcher. Et effectivement, on le retrouve souvent. Aujourd'hui, on voit un petit peu des statistiques où les dirigeants sont vieillissants pour certains. On a quand même des chefs d'entreprise au-dessus de... la proportion de chefs d'entreprise qui a plus de 66 ans et vers 70 ans, je crois. Ouais. Bon, c'est quand même important. Et puis ensuite, on a le transmetteur un peu procrastinateur qui sait qu'il doit transmettre, il le sait, mais il va chercher aussi à avoir la bonne information. Et en fait, c'est tellement complexe, c'est tellement long, il y a tellement de parties prenantes qu'on n'a jamais vraiment toujours la bonne information et on peut ne jamais passer à l'acte. En fait. Fabrice, côté gouvernance, dans votre étude, parce que vous avez une étude, Board the Room Navigator, une étude passionnante. Là, on est sur la gouvernance. Il y a 37% des comités de direction qui déclarent globalement consacrer du temps à la mise en place d'un plan de succession, le reste pas. Et 40% des comités de direction qui déclarent ne pas avoir mis en place de plan de succession, mais en conscience de celui-ci. Ça fait juste écho à ce qu'on vient de se dire. Pourquoi c'est un sujet, je dirais, qui est pas traité? C'est tabou, on n'en parle pas, c'est gênant? Je crois qu'il y a un sujet, il y a une multitude de sujets qui s'entrechoquent, en fait, effectivement. Tabou, peut-être un peu, et puis un peu un problème d'ego du dirigeant. Et oui. Parce qu'il y a plusieurs sujets. Il y a l'aspect capitalistique, la transmission, mais on parle de la succession, c'est-à-dire qui va assurer la gouvernance de l'entreprise. Il ne faut pas mélanger les mots. C'est pas la même chose, parce que dans la succession, il y a la gestion opérationnelle d'une société, son avenir, parce qu'il y a un volet social important. Quand vous avez une entreprise, une ETI, une PME qui emploie 500, 1000, 1500 personnes, il y a tout cet aspect-là où on se doit de prévoir. On se doit de prévoir. La décision, ça peut être des actionnaires, ça peut être le dirigeant fondateur ou pas. Il y a plein de cas de figure différents, mais in fine, une entreprise sur deux n'a pas prévu de plan de succession. Mais transmission, vous nous dites, la transmission, pour la distinguer de l'aspect juridique du capital, c'est qui prendra le fauteuil de monsieur X, un jour ou l'autre.
C'est ça le débat. Oui, il y a la transmission, c'est l'aspect capitalistique. Et la succession, c'est qui prend le fauteuil. C'est l'aspect opérationnel. C'est ça le plus sensible. C'est ça le plus sensible. Les deux. En réalité, il n'y a pas une transmission, il y a plusieurs transmissions. On parle très tôt de la transmission des valeurs de l'entreprise, la transmission du savoir-faire, du savoir-être, transmission du pouvoir. Exécutif ou non exécutif, et puis la transmission du capital. Et finalement, la transmission du capital, elle arrive très, très tard. D'où l'importance de la gouvernance, d'ailleurs, puisque c'est aussi, je dirais, les administrateurs, c'est leur rôle aussi, justement, d'avoir toujours, finalement, de façon continue, un œil sur tous ces sujets de transmission de capital humain. De risques aussi. On a une idée du nombre d'entreprises aujourd'hui qui sont dans la posture d'être reprises. Non, c'est compliqué à savoir ça. C'est très compliqué, ça peut être aussi prématuré. Il n'y a pas qu'une question d'âge. Il y a une question de volonté patrimoniale d'un dirigeant. Et puis on peut être aussi dans une entreprise où la question de la transmission du capital ne se pose pas. Une entreprise publique, c'est vrai, ou une entreprise avec des capitaux privés, pour lequel il est important de prévoir la succession au niveau du comité de direction, de l'anticiper en cas d'accident de la vie. C'est ça. Il peut y avoir un accident de la vie orpheline d'un dirigeant dès lors où il n'y a pas eu une gouvernance mise en place afin d'assurer une pérennité, une succession en cas de pépin. Mais vous, les conseils que vous donnez, parce qu'en même temps ce guide apporte les bonnes pratiques, donc la méthodologie pour accompagner, les conseils principaux pour ceux qui nous regardent, qui disent bah oui, il va falloir que j'y pense, mais en même temps j'ai pas très envie d'y penser. On commence par quoi et comment on organise tout ça? Mais justement, c'est par exemple, on a eu le cas pendant le Covid, la crise qui nous est arrivée il y a 2 ans. On ne l'a pas oublié. On ne l'a pas oublié. Et puis, ça rappelle quand même au bon souvenir de qu'est-ce qu'on fait si le dirigeant a effectivement un accident. Donc, il y a, ce qui est intéressant, c'est de partir sur ce sujet, tout ce qui est gestion du risque aussi, gestion du risque, effectivement. Je parlais du capital humain. Qui m'entoure aujourd'hui? Qui est-ce que j'ai? Qui est le président du Sénat qui peut remplacer le président de la République? Parce que c'est ça la règle politique. Comment je les ai formés aussi? Comment Y ai-je pensé? Y ai-je pensé? Y ai-je pensé? Mais la question, c'est de dire qui vous remplace si demain vous disparaissez. C'est ça. Parce que c'est une question qui est dure à poser. Abrupte, oui. Mais elle ne vous fait pas disparaître pour autant. Donc l'intérêt, c'est de se dire, mais qui peut vous remplacer demain au pied levé en cas d'absence prolongée? Donc ça veut dire qu'il faut former ces personnes. C'est-à-dire il y a forcément dans le comité de direction, j'allais dire un dauphin. Ou pas. Parce qu'il ne s'agit pas que de formation, il s'agit qu'il y a un leader naturel qui, compte tenu de ses fonctions dans l'entreprise, s'imposera naturellement comme le numéro 2 ou le futur numéro 1, ou pas. Et c'est là aussi l'intérêt d'aller à un moment donné regarder si le marché peut, ou ici, il faut aller se retourner vers le marché pour trouver quelqu'un. Tous les cas de figure existent. Alors justement, j'allais y venir parce qu'on a eu quelques belles entreprises, grandes entreprises familiales où les 2 enfants sont dans la direction et le nom du papa est inscrit en gros sur des camions poubelles, pour ne pas citer la marque. Gouvernance familiale, mais ça c'est un enjeu aussi qui se joue le dimanche midi autour de la table où celui qui possède l'entreprise dit est-ce que tu veux reprendre? Et puis parfois on lui dit bah non, j'ai pas envie. Es-tu capable de reprendre? Es-tu capable Es-tu capable de reprendre? Et c'est des questions très difficiles, mais on pourrait y passer des heures à en discuter, et autant d'exemples que de situations d'entreprise. Mais c'est vrai que c'est des questions qui ne sont pas faciles à poser, pour lesquelles les réponses ne sont pas évidentes, et sur lesquelles il faut une forme de courage, je dirais, décisionnel, en disant je vais prendre un peu de recul, je vais, moi dirigeant, me poser à moi-même les bonnes questions, et dire où est-ce que je dois emmener ce capital que j'ai pu créer, si tant est qu'on soit dans une entreprise familiale. C'est important de prendre ces décisions et puis de faire un petit peu de prospective. Caroline Beckerbaum, la place, alors on a parlé de la gouvernance des comités de direction, des COMEX, alors évidemment ils entourent au plus près dans l'opérationnel, et puis il y a les conseils d'administration, c'est un sujet qui intéresse beaucoup l'IFA. Quelle est la place là, des conseils d'administration, des administrateurs, dans cette notion de succession? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire? Est-ce qu'ils peuvent aiguillonner? Mais justement, en fait, il faut qu'ils aient le courage aussi, à un moment donné, d'aborder ces questions-là. Là aussi, vous voyez, le caractère un peu tabou du sujet. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce ne soit plus un sujet tabou, qu'effectivement, on puisse l'aborder par différents prismes, de façon à ce que finalement la transmission devienne un non-sujet
le jour où on parle de transmission capitalistique, parce que tout est déjà prêt. Alors c'est vrai que c'est peut-être un petit peu idyllique. Ouais. Enfin, en tout cas, ça a été préparé. Mais en tout cas, c'est vraiment, et c'est pour ça que ce guide est vraiment à l'usage des administrateurs aussi, bien sûr, des dirigeants, mais des administrateurs pour les aider à aborder ces problèmes qui sont souvent tabous. Quand vous avez en face de vous un dirigeant charismatique, âgé, et qui connaît son entreprise sur le bout des doigts, c'est toujours difficile de lui dire quand est-ce que vous allez passer la main. Mais dans la succession, vous avez évoqué le capital, évidemment, ça c'est un enjeu, mais il y a aussi dans beaucoup d'entreprises la raison d'être, l'éthique de l'entreprise, le choix du successeur doit aussi prendre en compte ces nouveaux critères. Mais il y a aussi un aspect, c'est que le dirigeant, justement, ne veut pas voir disparaître ce capital qu'il a construit, ce capital social, ce capital économique, etc. Et sa difficulté, c'est de dire après, il n'y a que moi qui peux. Non, il n'y a pas que vous qui puisse. Ça, on l'entend beaucoup. Oui, mais c'est là aussi où le courage et l'administrateur indépendant porte bien son nom. Il est indépendant. Plus libre de parole. S'il est là, il y a une raison. Il doit avoir ce courage. Et libre de parole. Plus libre de parole. Plus libre, il doit être libre de parole. Et le risque, c'est aussi quand même que l'entreprise se dévalorise. Parce que vaut une entreprise qui est uniquement... je m'autorise. Parfois, l'entreprise existe aussi par le charisme de son fondateur ou de son PDG. Oui, et débrancher le nom d'une entreprise... mais aussi d'une autre manière, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un sujet, non ? Il y a des enjeux d'innovation aussi. Est-ce que le dirigeant actuel est capable de mener les transformations de l'entreprise ? Alors bien évidemment, c'est toujours difficile de se dire « je ne suis pas la personne ». Mais encore une fois, les administrateurs sont aussi là pour amener en douceur, avec de la bienveillance, toujours des sujets qui sont effectivement douloureux. Il ne faut pas oublier que c'est un sujet vraiment extrêmement douloureux pour le gérant. L'enjeu économique. Et ça prend du temps. Ouais. Et ça prend du temps. C'est pour ça que cette réflexion doit... Et quand on voit qu'à travers cette étude qu'on a fait auprès de dirigeants et de fonds d'investissement qui partagent exactement le même constat, c'est que trop peu d'entreprises prévoient cette succession. Parce que leur intérêt économique, au fond, si on prend ce prisme-là, il est aussi très intéressant. Ils disent il faut du temps, il faut le prévoir. Et ce n'est pas de dire un gros mot que d'anticiper le départ de quelqu'un. C'est-à-dire que les fonds d'investissement qui vont investir dans les entreprises pour les accompagner, elles aussi veulent que l'entreprise continue à vivre, pour le dire abruptement, au-delà même de son fondateur ou de celui qui la dirige. On est d'accord. Y compris de l'intervention du fonds. C'est une logique implacable. Donc effectivement, il faut du temps, il faut de la persuasion de la part des administrateurs, de la part du dirigeant, de la part des actionnaires, pour prévoir ce fameux plan de succession, quel que soit le statut de la société et de son capital. Donc il n'y a pas un job board d'entreprise sur lequel on aurait le job board de allez sur ce site, vous verrez, ça bouge, vous pouvez succéder au patron. Ça n'existe pas. Comment ça se passe ? C'est du bouche à oreille, on en parle dans les réseaux feutrés de clubs. Comment on l'appréhende, ce sujet ? C'est très compliqué de l'attraper en termes de chiffres. C'est le bouche à oreille. Je vous vois douter. Non, mais il suffit. Bon, après, c'est vrai que votre question est pertinente, mais délicate d'y répondre de manière arithmétique. Bien sûr. Effectivement, est-ce que l'âge du dirigeant est un... non. Oui, alors. Attention, il y a des sociétés sur lesquelles on arrive à la fin d'un mandat et pour lesquelles, effectivement, on peut anticiper à 2-3 ans en avance la fin du mandat de directeur général ou de président pour justement chercher en interne ou à l'externe le remplaçant. Donc ça c'est assez visible. Ça, c'est assez visible. Interne ou externe. Mais ça, c'est une question auquel l'entreprise fait un constat qu'en interne, on n'a personne, ou au contraire, on l'a anticipé il y a très longtemps, ou des talents sont sortis un petit peu du rang. Et c'est pas choquant, mais il faut l'anticiper à nouveau. Et pas se retrouver en disant le mandat termine dans 6 mois, qui va pouvoir remplacer le président ? Ce qui est souvent le cas. Merci à vous. Je voulais simplement prendre le temps de repréciser votre étude qu'on peut trouver chez Robert Half sur le site avec des études très détaillées. Ça, c'est l'étude qu'on peut voir en ligne, nous sommes d'accord ? Absolument. Et ce document qu'on peut voir aussi en ligne d'ailleurs, mais qui est un document papier qui est extrêmement documenté. Parmi les guides de l'IFA, vous avez transmission, enjeux et bonnes pratiques, avec des choses extrêmement claires, détaillées, un tableau de bord à la fin des typologies d'entreprises, de l'âge du capitaine, donc tous les cas de figure, parce qu'en fait c'est très protéiforme ce sujet. Il n'y a pas il y a 1000 histoires de succession. Et ce sujet est donc passionnant. Et je le redis quand même éminemment complexe et un peu tabou, puisqu'il touche à notre être. Merci à vous
vous deux. Merci à vous, Caroline Bergbaum. Vous êtes fondatrice d'Alterago, coprésidente du réseau Entreprendre Val d'Oise et, vous l'aurez compris, membre de l'IFA. Et merci à Fabrice Coudray, directeur exécutif Church chez Robert Half. Merci à vous deux de nous avoir éclairés sur ce sujet. On va continuer à le traiter d'ailleurs, ce sujet. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi. On va parler des cadres et évidemment la négociation des salaires. On en est où sur les salaires des cadres? On en parle tout de suite.